Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour, monsieur Etienne Nandou. Bienvenue sur Congo One. Monsieur Mbelou, les processus électoraux de 2013, qui va à 2016 en RDC, se trouvent confrontés à des graves impasses, principalement budgétaires et temporelles. C'est Radio Okapi qui livre cette information et c'est par rapport à une conférence de presse qui a été tenue par une plateforme de la société civile qui s'appelle Agir pour les élections transparentes et apaisées. Et selon cette plateforme, il y a nécessité urgente du consensus des acteurs clés autour du calendrier électoral global qui éviterait au pays une crise constitutionnelle et institutionnelle. Monsieur Mbelou, que pensez de tout cela quand Apollinaire Malumalu répète à qui veut l'entendre que ce calendrier électoral sera respecté? Merci, monsieur Etienne Nandou, pour la question. Mais si vous relisez l'histoire de 10 dernières années dans notre pays, vous remarquerez que ce n'est pas la première fois que l'AETA, avec son président Jérôme Bonso, tire la sonnette d'alarme au sujet de l'organisation des élections au Congo-Kinshasa. Et, mais la piste sur laquelle ce débat-là voudrait nous entraîner est une piste risquée. Pourquoi dis-je cela? Depuis le début du processus électoral au Congo, qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons remarqué que ces élections n'ont été rien d'autre que des pièges à camp. Ça a été des élections bidons. Ce qui inquiète un peu dans le débat qui est organisé autour de ces élections-là, c'est que certains documents historiques existant sur l'organisation de ces élections ne semblent être ni consultés, ni simplement cités. Vous savez que quand on lit aujourd'hui un livre comme celui de Charles Onana intitulé Europe, crimes et censure au Congo, les documents qui accusent ont fini par se réaliser que les élections de 2006-7 comme celles de 2011 ont été purement et simplement une mascarade électorale destinée à confirmer dans certains postes de gestion du pays des élites compradors pour pouvoir mettre le Congo sous la tutelle de la communauté occidentale par l'entremise de... Pour dire les choses autrement, parler de l'actuel processus électoral au Congo, c'est persévérer sur une fausse piste d'un processus engagé sur fond des crimes, de mensonges, de fraude, etc. La meilleure des choses à faire aurait été, à mon humble avis, de pouvoir rompre avec ce processus mensonger-là pour refonder le pays sur des principes et des bases éthiques saines. Mais telles que les choses sont en train d'avancer, on fait la politique de l'autruche en oubliant que le processus enclenché depuis les années 2005-2006 est un processus mensonger fondé sur les crimes et les fraudes et l'extermination du peuple congolais et l'implosion du Congo-Kinshasa. Mais Monsieur Mbelou, toujours selon Radio Okapi, à en croire les coordonnateurs de cette plateforme, Monsieur Jérôme Bosso, la CENI avait formulé 12 exigences pour exécuter les tâches liées à l'organisation des élections. Mais il n'y a qu'une seule exigence qui a été exécutée partiellement.
Monsieur Mbelou, il y a ici lieu de se demander à quel jeu joue finalement Apollinaire Malou Malou et Sasseni. Le processus politique tel qu'il est conduit au Congo est sérieusement théâtralisé à tel point que, à un certain moment, il plonge le pays dans un flou que les compatriotes arrivent à analyser très difficilement. Comment M. Apollinaire Malou Malou est-il revenu à la tête de la Commission nationale, électorale nationale indépendante après avoir été à la tête de la Commission électorale indépendante? Qui a décidé de son retour à la tête de l'actuelle commission? Voilà des questions que certains compatriotes qui analysent ce processus-là ne se posent pas. Nous nous rappelons qu'au cours d'une émission faite ensemble, je vous ai dit que c'est par la volonté extérieure, c'est par la volonté des parents du processus frauduleux qui est mené au Congo que M. Apollinaire Malou Malou se retrouve aujourd'hui à la tête de la commission électorale nationale dite indépendante. C'est-à-dire que les mêmes qui ont conduit ce processus depuis, disons, les années 90, parce qu'il ne faudrait pas séparer le processus électoral du processus politique, politico-économique, ou simplement du processus néolibéral enclenché chez nous depuis la guerre de l'AFDL depuis les années 90. Donc, si nous n'analysons pas ensemble la guerre de prédation et de basse intensité menée contre notre pays, le processus électoral enclenché en 2005-2006 avec son lot de crimes, de censure et de mise sous tutelle du Congo, il nous sera très difficile de comprendre ces fameuses exigences. Comment voulez-vous que dans un pays où presque chaque jour, il n'y a pas moins de 100 camions bourrés de matières premières qui sortent du côté du Katanga, et il n'y a pas moins de 18 rotations d'avions du côté de Walikale pour prendre les matières premières stratégiques du pays, comment voulez-vous qu'un pays doté de toutes ces richesses-là puisse à un certain moment commencer à poser des problèmes d'argent liés à la réalisation du processus électoral? Et puis quand on a voté le fameux budget du gouvernement pour l'année 2014-2015, on n'a pas vu l'argent qui avait été réservé aux élections. Et pourtant, on a vu d'autres chantiers de la révolution de la modernité mis en place comme la ferme du Bandundu et bien d'autres petites choses par-ci par-là. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune rationalité dans ce qui est en train de se faire. Nous nous retrouvons au Congo-Kinshasa dans un processus piloté de l'extérieur avec des acteurs politiques contrôlés de l'extérieur par des supplétifs des services de sécurité de l'extérieur, même si de plus en plus le peuple congolais dans son immense majorité est en train de déjouer ce jeu-là et de s'imposer de plus en plus comme acteur historique de sa propre destinée. Nous allons peut-être y revenir en avançant dans le débat. Très bien, pour finir, cette plateforme de la société civile souhaite un consensus franc des partages des objectifs électoraux fondé inconditionnellement sur l'intérêt national. Et elle a aussi sollicité l'implication personnelle et ouverte du président de la République, je cite, dans l'organisation des élections crédibles, justes et respectueuses dans les délais constitutionnels. Monsieur Mbelou, est-ce raisonnable de s'en remettre à quelqu'un qui n'a pas encore précisé ses intentions sur le respect de la limitation du nombre de mandats présidentiels? La question va plus loin que celle que vous posez.
Le développement de la politique congolaise tel qu'il se passe à Kinshasa ne semble pas prendre sérieusement en compte les trouvailles de ce qu'il y a eu dans cette région-là depuis les années 90. Je vous donne un exemple. Il y a eu le documentaire de la BBC sur le Rwanda tel qu'il ne nous a pas été conté jusqu'à ce jour. Ce documentaire établit que la guerre menée contre l'Ouganda et le Rwanda était constituée une étape d'une guerre devant aboutir à l'occupation du Congo, à la mise en coupe réglée de ce pays pour que les acteurs pléniers de cette guerre s'emparent de ces matières premières stratégiques. Et ils se sont servis de certains compatriotes africains et même de certains compatriotes congolais pour pouvoir réaliser leurs objectifs. Or, celui que l'État appelle à pouvoir partager et participer à ce processus aujourd'hui est venu chez nous dans les mallettes du FPR et de l'AFDL. En d'autres termes, il a fait partie du groupe dont les acteurs pléniers de cette guerre se sont servis pour pouvoir faire main basse sur les richesses du sol et du sous-sol congolais. Poursuivre, continuer à appeler ce monsieur-là président de la République, au lieu de se rendre compte que c'est purement et simplement un mercenaire qui est arrivé chez nous dans une guerre de prédation et de basse intensité, c'est entre autres faire une fausse lecture de l'histoire. Donc ce sont ces erreurs historiques graves qui vont gauchir davantage notre histoire, l'histoire du Congo-Kinshasa, si le reste des minorités organisées et agissantes ne s'élèvent pas pour travailler à la réécriture de la véritable histoire de ce pays-là. Donc on est engagé dans une fausseté qu'il faudra à temps et à contre-temps dénoncer. Il est incompréhensible que les Congolais et les Congolaises continuent à considérer les mercenaires, les nègres de service des acteurs pléniers comme étant des politiciens pouvant aider le Congo-Kinshasa à répondre à la crise de légitimité dans laquelle il est plongé depuis les années 60. Il y a un deuxième article, beaucoup plus détaillé que le film auquel je viens de faire, le documentaire auquel je viens de faire allusion. C'est l'article de Christopher Black que vous retrouvez sur le site de France Rwanda et que j'ai attaché à l'article qu'on retrouve sur notre site Congo One. L'article est intitulé « Après le documentaire de la BBC, lire le témoignage de Christopher Black ». Ça, ce sont des informations que les acteurs politiques et sociaux sérieux du Congo devraient impliquer dans leur analyse de l'actualité congolaise et même africaine. Voilà que on avance chez nous comme si ces documents très précieux n'avaient pas été mis sur la place publique, comme si par exemple la Grande-Bretagne, les autorités de la Grande-Bretagne n'avaient pas réussi à prendre parti pour la BBC contre Paul Kagame qui a interdit la diffusion de la BBC au Rwanda en Kinyarwanda. Voilà un exemple des documents que plusieurs de nos compatriotes et politiciens congolais n'arrivent pas à inclure dans leur analyse de ce qui se passe au pays. Mais M. Mbelou, que faire pour diffuser ce genre de documents dans un contexte où
je dois dire, la plupart des gens se préoccupent d'abord de la survie. Ils doivent d'abord penser à manger que de... Au fond, c'est ça les problèmes chez nous. Hein. Mais Est-ce qu'on peut demander aux gens d'aller chercher les manuels pour lire, comprendre comment le monde fonctionne tant qu'ils n'ont rien mis sous la dent? Il s'agit simplement d'une bonne division du travail. Hein, peut-être que nous allons y revenir au cours de l'échange. J'ai vu une université du parti politique congolais, le PALU, où des professeurs d'université évoquent des livres sérieux. J'ai entendu par exemple Jacques Dioli évoquer le professeur Amartya Sen dans l'une des allusions qu'il fait de l'articulation entre démocratie et développement. Donc, s'il y a des intellectuels, des professeurs d'université qui, eux, peuvent avoir accès à ces documents-là, ils ont le devoir citoyen de pouvoir traduire ces documents en nos langues vernaculaires et d'en parler avec nos concitoyens au Congo-Kinshasa. Donc, c'est d'abord un problème de division du travail. Il y en a qui ont faim, qui cherchent à manger, mais il y en a qui, eux aussi, ne devraient avoir comme travail que de lire, écrire et parler avec nos populations, parler avec notre peuple de tous ces documents qui peuvent l'aider à mieux comprendre son histoire et à mieux tracer les perspectives de son avenir. Donc, très bien. On va y revenir tout à l'heure. Hein. Abordons d'abord cette question de violence qu'il y a eu au Kasaï oriental, hein, plus précisément à Lodja. Et c'est la nouvelle société civile du Congo qui a dénoncé cela. Hein. Les faits se seraient déroulés entre les 12 et les 13 octobre du mois dernier. Et c'était au cours d'une conférence de presse tenue le mercredi 5 novembre à Kinshasa. Et cette structure a dénoncé l'agression des clergés catholiques par des jeunes, je cite, des jeunes gens instrumentalisés, tout simplement à cause de la lecture du message de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle, au cours de la messe. Monsieur Mbelou, et puis ils finissent pour dire qu'un tel acte ne doit pas rester impuni. Monsieur Mbelou, ces faits graves ne sont-ils pas une indication de la volonté de l'actuelle majorité à se maintenir au pouvoir à tout prix? Monsieur Etienne Ngandou, je vous ai dit à plusieurs reprises que l'actuelle majorité n'est pas au pouvoir. Les acteurs pléniers s'en servent comme nègres de service. Revenons aux faits dont vous parlez. Et je vous rappelle que l'un des prêtres qui avait été agressé, à ce moment-là, a eu l'opportunité de pouvoir s'exprimer sur les médias sociaux et il a dit à qui il a eu affaire. Dans le groupe qu'il a agressé parce qu'il a eu la jambe brisée, dans le groupe qu'il a agressé, il y avait le petit frère de M. Lambert Mende. Et quelque temps après, quand on a vu Lambert Mende s'exprimer avec sourire aux lèvres sur cette question-là, on a compris que les alliés d'hier, des forces qui ont détruit notre pays, en recourant au principe de la pure force, ne se sont pas départis de ce principe-là. Vous savez, souvent, nous en restons aux plaintes et nous voulons compatir, c'est bien. Mais souvent, nous n'arrivons pas à nous poser cette question. Les alliés des acteurs pléniers anglo-saxons qui ont mené cette guerre, qui avaient comme objectif principal la mise sous tutelle du Congo, faire main basse sur les richesses du sous-sol du sol congolais, quel est leur principe? Le principe qui est à la base de leur mode opératoire, quel est-il? Ils agissent en fonction du principe de pure force. Le recours à la force, à la loi de la force et non à la force de la loi
et fait partie intégrante de leur mode opératoire. Alors, quand on tue, quand on brûle chez nous, quand on agresse les religieux et les religieuses, quand à Béni, on enfonce les haches dans les crânes de nos enfants, on participe de ce mode opératoire fondé sur le principe de l'usage de la pure force pour avoir accès aux matières premières stratégiques dont on a question. Alors, pour pouvoir évaluer ce mode opératoire, il est important de savoir que ceux qui y ont recours considèrent les droits de l'homme comme étant des slogans idéalistes, et ils considèrent la démocratie et les droits de l'homme comme étant des objectifs vagues. C'est ainsi que leurs collaborateurs se moquent de nous quand nous recourons au langage de la compassion et des droits de l'homme. Pour eux, nous ne sommes pas au même niveau du débat. Eux agissent par-delà le bien et le mal. Et la plupart parmi eux, ce sont des psychopathes et des sociopathes. Vous n'allez pas demander aux psychopathes et aux sociopathes d'entendre le discours des valeurs, de l'éthique, du respect de l'homme et de sa dignité. Non. Alors, si nous ne comprenons pas les choses de cette manière-là, si nous n'arrivons pas à comprendre le principe dont ils se servent pour agir, nous ne saurons pas évaluer comme il se doit les actes qu'ils posent. N'oublions pas que Lambert Mende a fait partie du RCD Goma, et le RCD Goma fut, et même encore, allié des forces extérieures qui ont agressé le Congo et qui continuent cette agression de l'intérieur. Oui, justement, M. Mende pointé du doigt dans cette affaire comme étant l'instigateur. Il semble avoir choisi de contre-attaquer en justice. Ainsi, il aurait porté plainte contre les députés Franck Diongo. Mais ce dernier maintient ses accusations en affirmant ceci. Monsieur Mende est l'auteur moral, le commanditaire de ces atrocités qui règle des comptes aux non-originaires par une opération ethnique, a déposé une plainte contre ma personne au bureau du procureur général de la République, de sorte que les immunités soient levées pour que je puisse comparaître à la Cour suprême de justice. Monsieur Mbelou, peut-on raisonnablement faire confiance à la justice pour démêler tout cela, sachant à quel point elle est instrumentalisée dans notre pays, et surtout que les magistrats sont en grève ces derniers jours? Vous posez une question en y répondant vous-même. Mais regardez, si vous revenez à l'article de Christopher Black, qui fut un avocat de la défense au tribunal pénal international pour le Rwanda, si vous revenez à cet article, vous allez vous rendre compte que la justice et la politique internationale ont été sérieusement infiltrées. Elles ont été aux ordres des acteurs pléniers. Et Christopher Black donne des cas de faux témoignages, d'enlèvement, de massacres, d'intimidation menés par les services secrets des acteurs pléniers. Alors, c'est pour vous dire que ce soit au niveau national ou au niveau international, la justice est aux ordres des vainqueurs. De temps en temps, ils font sauter un verrou à gauche, à droite pour nous impressionner et nous faire croire que la justice dit le droit. Non. Dans le contexte de la guerre, de prédation de basse intensité menée contre la sous-région des Grands Lacs africains, la justice est impliquée dans les crimes. Et c'est là que je vous dis, ça vaut la peine de pouvoir lire l'article là de Christopher Black et de relire, par exemple, le livre de Florence Hartmann, Paix et Châtiment, les guerres secrètes de la politique et de la justice internationale, ou même de relire le livre de Carla Del Ponte sur l'implication des criminels
dans cette guerre. Donc, si nous ne prenons pas ce qui se fait au Congo-Kinshasa dans un contexte beaucoup plus large de l'instrumentalisation de la justice par les vainqueurs de cette guerre et qui continuent, même si les Congolais leur ont asséné des coups sérieux et qui continuent à l'entretenir, nous ne comprenons rien du sourire de Mendé quand il parle de cette question-là. Nous ne comprenons rien du fait qu'il cherche à traduire ce député-là en justice. Franck Diongo. C'est Franck Diongo. Il sait que Franck Diongo pourrait... Mais il y a Djomi qui est en prison jusqu'à aujourd'hui. Pendant que ceux qui tuent sont à... Vous avez aujourd'hui le M23 à Kinshasa dans une parcelle, dans des parcelles dont les compatriotes à l'extérieur ont des numéros. Donc, ils font semblant de faire croire que la justice fonctionne alors qu'elle ne fonctionne pas. Dieu merci, le peuple congolais est en train de comprendre cela et vous avez appris, comme moi, qu'à l'est du pays, le monument du Raïs a été renversé. Ce sont des symboles forts, des symboles tellement forts qu'ils doivent mobiliser notre attention et nous apprendre à comprendre que de plus en plus, le peuple congolais est vigilant. Très bien, lui, Lambert Mende et d'autres étaient orateurs au symposium qui a été organisé par les Palous qui fête son 50e anniversaire. Qu'est-ce que vous avez retenu de cela, puisqu'il y avait plusieurs orateurs qui étaient invités à cela? Je n'ai pas suivi le texte de la conférence de M. Lambert Mende, mais Dieu merci, j'ai été agréablement surpris par l'organisation de ce que le Palou appelle, je ne sais pas pourquoi, l'université d'été de Palou. Il n'y a pas d'été au Congo. On peut simplement parler des universités du Palou et ça suffirait. Les 2 heures que j'ai pu suivre m'ont semblé très intéressantes et elles m'ont appris plusieurs leçons. Les Congolais ont une grande capacité de se rencontrer, de se parler sans intermédiaire. Les Congolais ont parmi eux des têtes pensantes et des têtes capables de faire des propositions sérieuses pour l'avancement de leur pays. Au cours de cette université, du moins la tranche que j'ai suivie, le Palou arrive à poser 2 problèmes essentiels face auxquels le Congo est placé aujourd'hui. Le Palou retourne jusqu'aux années 60 pour dire que la crise de légitimité au Congo date des années 60, après le coup d'État mené contre Lumumba. Après l'assassinat de Lumumba, ça c'est d'un de 2, je m'excuse, le Palou dit que le problème, l'une des questions essentielles face à laquelle le Congo est placé, c'est la question de la souveraineté. Voilà qu'au cours d'une université, un parti politique qui a eu le courage d'inviter d'autres partis politiques arrive à dire en des mots clairs et audibles, il arrive à situer le Congo en face de 2 problèmes essentiels qui sont les siens. Alors, maintenant, en écoutant les interventions, il y en avait par-ci par-là d'assez fantaisistes, mais il y a eu des interventions costaudes. Donc, je me suis dit, ben, voilà. Quand on a entendu, par exemple, les interventions du professeur Bouyoya, on se dit, voilà. Parce que, vous savez, M. Etienne Ngandou, de temps en temps, face à la crise dans laquelle notre pays est plongé, vous avez de temps en temps des partenaires extérieurs qui vous disent « Mais vous parlez du Congo, qui avez-vous » Aujourd'hui, je me suis rendu compte en suivant cette université du Palou que ces questions nous sont posées parce que l'espace public congolais est verrouillé. Si l'espace public congolais est ouvert au dialogue, au débat, le monde extérieur pourra se rendre compte
que ce pays-là a toutes les capacités dont elle a besoin pour pouvoir se remettre sur la route, sur les rails. Et les Congolais n'ont pas besoin d'intervention extérieure pour faire ce qu'ils doivent faire. Mais malheureusement, l'espace public est verrouillé et le souhait aurait été, en suivant cette université-là, que ce genre de débat puisse être organisé à la base, que ces organisateurs du débat aillent vers la base pour petit à petit constituer un front uni pour un Congo libre et prospère. J'ai vu que les différentes interventions ont été faites par-delà les appartenances aux partis politiques. Les gens du PPRD se sont exprimés, les gens de l'UNC se sont exprimés, les gens de l'UDP se sont exprimés, les gens du PALU se sont exprimés, les gens du MLC se sont exprimés, les indépendants se sont... Voilà comment on bâtit un pays à partir du débat pour pouvoir gagner d'abord la bataille des idées. Et si la bataille des idées est gagnée à la base avec nos populations, reprendre l'initiative historique ne sera pas tellement compliqué, même si les vautours et les pitbulls observent et chercheront au moment opportun à pouvoir sauter sur leur proie. Mais c'est un exercice qui vaut la peine d'être approfondi avec nos populations. Pas tout le temps, pas rester tout le temps en train de parler du peuple. Il faut que des débats comme ça, des batailles d'idées de ce genre-là, puissent être menées avec nos populations dans leur immense majorité. Espérons que le PALU pourra continuer sur une même lancée en allant à la base et dans toutes les provinces, si il a une grande représentativité nationale. Très bien. À la Commission nationale des droits de l'homme, des candidats dénoncent l'omission de leur nom. La loi instituant cette commission avait été votée en décembre 2012 par le Parlement. Il s'agit de créer un organe indépendant chargé de la promotion et de la protection des droits de l'homme en RDC. Et selon cette loi, cette commission ne pourra recevoir d'injonction d'aucun organe national ou international, afin de garantir sa mission consistant à veiller au respect des droits de l'homme dans le pays. C'est Radio Okapi qui rapporte cette information. Monsieur Mbelou, là aussi on a comme l'impression de retrouver les mêmes cafouillages que lors de la mise en place de la Cour constitutionnelle. Le régime ne semble pas déroger à sa volonté de noyauter toutes les institutions d'appui à la démocratie, à l'image de la CENI et de la Haute Autorité des médias par exemple. Oui, mais parce que c'est un régime de mercenaires. N'oublions pas cela. C'est un régime composé majoritairement d'élites compradors et de mercenaires. Comment voulez-vous que les mercenaires et les élites compradors vous permettent de veiller au respect des droits fondamentaux des citoyens? Une première observation. Une deuxième, vous savez, je ne suis plus tellement chaud pour ces organisations de droits de l'homme. C'est vrai, on se rend compte qu'à un certain moment, elles abattent un travail titanesque, mais c'est un travail contrôlé de l'intérieur. Il y a le dernier numéro du Monde diplomatique, Manière de voir, intitulé Penser comme sport de combat. Un numéro très intéressant dans les analyses qu'il contient. En lisant posément ce numéro, je me suis rendu compte que la lutte pour les droits de l'homme a phagocyté la lutte la plus importante, c'est-à-dire celle de l'appel à l'autodétermination des peuples. Donc, la lutte pour le respect des droits fondamentaux des citoyens a permis à favoriser le droit ou le devoir d'ingérence. Ce qui fait que, aujourd'hui, les peuples souverains, les nations souveraines, sont en train d'être détricotés au nom du devoir d'ingérence. Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir sur cette question-là et la débattre en profondeur pour éviter que les efforts déployés pour que les droits fondamentaux puissent être respectés n'aillent pas à l'encontre des luttes
pour l'autodétermination du Congo-Kinshasa, des luttes pour le respect de la souveraineté du Congo-Kinshasa, un pays qui n'est plus souverain que formellement depuis les années 60, comme on le dit, parce que quand il n'est pas mis sous la tutelle de l'ONU, comme on le remarque maintenant, il fait face aux tueurs à gages économiques comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Si vous perdez votre souveraineté économique, si vous perdez votre souveraineté culturelle, si vous êtes un pays mis sous tutelle par la communauté occidentale, vous n'avez plus de souveraineté que de nom. Voilà l'une des luttes qu'il vaut la peine d'être menée, la lutte pour une souveraineté culturelle, économique, politique. Alors à ce moment-là, si le Congo est un pays souverain économiquement, politiquement et culturellement, et même spirituellement, il pourra voir comment organiser à son intérieur le respect des droits de citoyens. Et simplement, le respect de la dignité humaine. C'est cela qui importe. Mais c'est vrai que ces luttes-là peuvent se mener concomitamment, mais il est important que la bataille des idées sur la souveraineté du Congo soit gagnée prioritairement. Très bien, pour finir un mot sur les procès Mamadou Ndala, hein, des nouveaux témoignages d'un officier rebelle des ADF charge encore quelques officiers des FRDC, et c'est Radio Okapi qui rapporte cette information. Et ces officiers seraient complices de l'assassinat du colonel Mamadou Ndala. Et au cours de l'audience qui s'est tenue le lundi 3 novembre, un chef rebelle rwandais a dévoilé devant la cour opérationnelle militaire les plans meurtriers montés contre le colonel Mamadou, accusant un officier FRDC d'avoir perçu 27 000 $ américains des ADF pour éliminer Mamadou Ndala. Monsieur Mbelou, tout ceci rajoute au grand flou qui règne dans cette affaire. Saura-t-on un jour la vérité sur les vraies circonstances de l'élimination de Mamadou Ndala, sachant par exemple qu'à Kinshasa, il y a quelques mois, la police n'a pas hésité à tirer à balles réelles pour interpeller l'aide de camp de Mamadou Ndala qui voulait rencontrer les journalistes étrangers de RFI, je pense. Vous vous souvenez de cela? Oui, et puis vous résumez bien, très bien ce qu'il y a eu. Vous arrivez à mettre le doigt sur le flou. C'est pour vous dire ceci. Rappelez-vous, quand cette question était encore chaude, nous avions parlé de la théâtralisation de la guerre contre le M23. La grave erreur commise par notre compatriote Ndala, c'est d'avoir cru qu'il y avait effectivement une guerre menée entre le M23 et le Congo. Alors que dans un camp comme dans l'autre, il y avait des complicités avérées, ce qui fait que vous avez les militaires du M23 aujourd'hui à Kinshasa, ils attendent d'être intégrés dans les institutions. Et n'oubliez pas que le M23 était un partenaire ayant signé des traités avec la majorité dite présidentielle à Kinshasa. Donc, l'erreur de Mamadou Ndala avait été de croire dans la théâtralisation de la guerre entre le M23 et le Congo. Et prendre à ce piège-là. La vérité ne va pas être connue à partir du Rwanda ou du Congo-Kinshasa maintenant. Non. C'est demain, quand ce pays-là pourra être dirigé par ses dignes fils et filles, que tous ces dossiers pourront être approfondis. Aujourd'hui, n'oublions pas qu'il y a une complicité avérée entre l'Ouganda, le Rwanda et le Congo, une complicité qui fait que les trois, donc on exagère un peu quand on parle en général du Rwanda, de l'Ouganda et du Congo, parce qu'il faut se limiter, à notre humble avis, aux mercenaires qui ont aidé les acteurs pléniers à faire main basse sur la région des Grands Lacs africains. Donc, ils travaillent toujours. Le FPR et ses amis chez Mugabe, chez Kaguta Museveni, avec leurs amis qui opèrent sous la protection du Raïs à Kinshasa, ils travaillent toujours ensemble.
Donc ce n'est pas maintenant que la vérité, qui est déjà connue, c'est-à-dire Mamadou a voulu se battre comme Congolais et on l'a éliminé pour cela. Donc il ne devait pas défendre sa terre, il ne devait pas défendre son identité, une identité qui a été disqualifiée par ceux qui avaient comparé, qui avaient cru faussement que les Congolais n'étaient que des buveurs de bière, des coureurs de jupons et des danseurs. Très bien, merci beaucoup, M. Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci bien, M. Etienne Nandou, et à la semaine prochaine.